Gamecult vous propose son Point News, l'actualité jeux vidéo analysée en plateau par la rédaction. Le Point News est en fait un extrait audio de Gamecult l'émission, qui est elle dispo en vidéo sur gamecult.com. On y parle également des sorties, des jeux du moment et de bien d'autres sujets passionnants, toujours liés aux jeux vidéo. Décryptage, infos, coup de cœur, coup de gueule, le tout animé par le velu Pouillot. Voici le Point News. Le jeu vidéo ne prend jamais de vacances, une actualité particulièrement trépidante cette semaine, pour le meilleur comme pour le pire. On va essayer de vous faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé dans l'actu. On va commencer avec toi, Luma, par une petite salle de date de sortie, de précision et ce genre de choses. Oui, petit point mitraillette. Alors on va commencer par une date de sortie pour Round 96, qui est un jeu que j'avais pu tester du coup avec en preview. Il y avait même eu une démo sur Steam, qui est donc le prochain jeu du studio Digix Art, si j'arrive à bien le prononcer, le studio montpelliérain, qui signe donc là une aventure narrative procédurale où en fait au fur et à mesure des décisions qu'on prend, on va pouvoir prendre plusieurs embranchements narratifs où du coup les joueurs ne vont jamais vivre la même aventure narrative, ce qui est le reproche fait à ce genre-là. Eh bien, Round 96 sortira le 16 août pour 19,96€, sachant qu'il y a une version un petit peu plus chère à 30€ dans un bundle où il y a un e-book, donc un livre numérique qui raconte l'histoire 10 ans avant les faits, pour raconter un peu l'histoire de ce pays, parce que on joue un personnage qui essaie de fuir une dictature, donc pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et en plus, la bande originale, Hubert est très rapide, par Toxic Avengers. Le second jeu qu'on voit là, c'est Recompile. C'est un jeu qu'on avait vu à l'E3 2019 qui avait beaucoup plu à Nodus, qui est un Metroidvania 3D dans lequel on joue ce petit être de lumière, je sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais qui va en plus un peu pirater des systèmes informatiques. Le jeu devrait parler d'intelligence artificielle et tout ce genre de tintouin. Donc Recompile, ça va sortir le 19 août sur PC, PS5, Xbox Series et également dans le Game Pass pour 20€ sur PC et 25 sur console. Et enfin, dernière info, il y a eu des infos de Konami, mais pas de foot, des infos sur du jeu de cartes avec Yu-Gi-Oh! Ils ont fait une sorte de Yu-Gi-Oh! Direct, parce qu'apparemment c'est quelque chose qu'ils font maintenant. Et Yu-Gi-Oh! On a eu deux informations. La première, le jeu qu'on voit à l'écran, c'est Yu-Gi-Oh! Attention, le nom est un petit peu long, c'est Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale, qui va sortir au Japon au mois d'août et qui devrait sortir du coup dans le courant de l'automne chez nous. Et l'autre info, c'était plutôt une sorte de confirmation, puisque le jeu avait déjà été plus ou moins teasé il y a un moment, mais là on en a appris un petit peu plus sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, qui va être un nouveau jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Mais qui lui va en fait emprunter toutes les règles des tournois des jeux de cartes papier, des vraies cartes qu'on tient dans les mains. Avec du coup les règles, on va choisir soit OCG, TCG, donc ça c'est suivant la langue, parce qu'on ne peut pas mélanger des cartes japonaises avec des cartes anglaises par exemple dans le jeu de cartes traditionnel papier Yu-Gi-Oh! Et en plus un affichage 4K, parce qu'ils espèrent qu'on puisse lire toutes les cartes et toutes les infos directement sur sa grande télé, même si Yu-Gi-Oh! Master Duel devrait sortir sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, mais aussi Switch et mobile. Donc voilà, il faut quand même viser un maximum de joueurs pour ce prochain jeu dont on n'a malheureusement pas encore la date de sortie. Merci, je reprends le témoin pour d'autres dates de sortie, d'autres retards. Ça concerne Ubisoft, c'était annoncé en fin de semaine dernière. Ça concerne deux jeux. D'abord Rainbow Six Extraction, qu'on avait vu dernièrement à l'E3 2021. Voilà, celui-ci est retardé. C'est évidemment la déclinaison de Rainbow Six face à des infectés. FPS, PvE, jouable à plusieurs. Et évidemment, Ubisoft espère que ce retard permettra de rendre l'expérience aussi immersive, coopérative et palpitante que ce que les développeurs souhaitent faire. Donc on verra ça en janvier prochain. Également, autre retard pour Riders Republic. Il aurait dû sortir le 2 septembre. Finalement, il bascule, lui, le 28 octobre. Vous le savez, c'est cette espèce de grand... comment on pourrait dire de grand Barnum du sport extrême. Grand Barnum de la descente en deltaplane et en paravoile. En vélo. Non, il n'y a pas de ski. Si, il y a du ski. Il y a tout. Et là, donc, l'objectif, ça vise à donner plus de temps aux joueurs pour tester et donner leur avis sur les jeux afin de proposer l'expérience multijoueur la meilleure possible. Parce qu'évidemment, Ubisoft mise beaucoup sur ce jeu-là parmi ses jeux services. Et d'ailleurs, mon père Fidalbion, on va évoquer un autre titre dans la même veine qui a été annoncé durant la semaine. Alors, ce n'est pas exactement un jeu service, mais c'est un dérivé. Je vous voulais venir, mon cher Nicolas Verlet. Tout à fait, Ubisoft qui commence à s'intéresser un petit peu sérieusement au segment du free-to-play. Bon, ça c'est déjà très présent dans l'ADN de l'éditeur, mais pas forcément pour des jeux majeurs. Ça commence un petit peu plus à être le cas. On a eu The Division Heartland, on a eu Roller Champions, on a eu Hyperscape dans le domaine du FPS. Là, c'est à nouveau un FPS qui a été annoncé
par Ubi, ça s'appelle Tom Clancy's X-Defiant. Pas très heureux comme choix de nom, mais c'est un FPS compétitif développé par Ubi San Francisco et qui donc va se baser sur les sous-licences de l'ensemble Tom Clancy que sont The Division, Splinter Cell et Ghost Recon. Splinter Cell qui ne vit donc que chez les autres maintenant, chez Ubi de toute façon. On nous annonce donc 4 factions au programme, les Wolves, l'échelon, les parias et les nettoyeurs, chacune on va dire correspondant à peu près à une de ces sous-licences, puisque les Wolves c'est pour Ghost Recon, l'échelon c'est pour Splinter Cell et les parias et les nettoyeurs c'est pour The Division. Du 6 contre 6 en arène, et donc des combattants baptisés des Defiants, divisés en classes avec des caractéristiques, des capacités, des ultras qui leur sont tout à fait spécifiques. On sait à peu près là où on va. On nous annonce aussi des modes comme la domination, l'escorte, le team deathmatch, terrain connu. Là encore, des cartes en rotation en intérieur et en extérieur. Voilà, ça sortira le 5 août sur PC. Alors c'est un petit peu particulier, ça sort d'abord sur PC aux US et au Canada. C'est une bêta, hein, du coup. C'est une bêta. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors pardon, j'avais loupé l'étape La petite bêta. nuance. Bah, après, c'est un free-to-play, donc oui, du coup... Oui, voilà, ça bêta, va être accès anticipé, tout, on peut jouer sur les mots. Ce qui est Ça va être certain, des c'est itérations. que Ubisoft a vraiment envie de se positionner sur un créneau qui soit le plus rentable possible. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la formule gagnante, on va dire. Ouais. Donc voilà, ils espèrent qu'avec cette espèce Hero d'opération shooter, séduction, un hein, peu, ouais. franchement, entre l'emoji dans le titre, entre les couleurs flashy, entre le fait qu'ils aient fait appel à Mark Rubin, c'est ça, Oui, tout de à Call fait, of Duty de Call of Modern Duty. Warfare 3 pour Ouais. superviser le projet, tu sens que ça y est, ils mettent tout leur possible, ils ajoutent une dernière grosse licence derrière. Bon, Ouais. Ils se sont dit qu'Hyperscape ça n'avait pas forcément bien fonctionné. Donc Ouais, c'est voilà, ce que on j'allais retente dire. un Qui petit joue encore à Hyperscape? Ils se sont quand même un petit peu plantés là-dessus, donc ils essayent ailleurs, quoi. peu. C'est dommage parce que la formule avait l'air séduisante quand Nudus nous l'avait présenté, mais voilà, ils Ça a été ont vite réussi à déserté. transformer hein. l'essai. Et là, ils retentent un petit peu le coup. On sait qu'ils préparent également Assassin's Creed Infinity, hein, et peut-être que ce sera ça leur sauveur sur ce créneau-là, sur ce créneau très rentable évidemment, parce que tous les gros, ils ont leur Apex Legends, leur Call of Duty Modern Warfare et compagnie. Enfin, Ouais, mais Warzone Infinity, tout court, d'ailleurs. ça se détermine. Enfin, de ce que j'en ai compris, ça part pas du tout dans ce sens-là. Hein. On verra, hein, mais ça part pas du tout dans. Ça part dans un espèce de hub général pour plein d'expériences Assassin's Creed. Je pense pas qu'on soit sur quelque chose de ce type-là. Je voulais juste rajouter que ça sort sur PC le 5 août. Bêta donc, aux US et au Canada d'abord, mais après ça sort aussi sur console, PlayStation, sur console Xbox, sur Stadia, parce que évidemment Ubi ne laissera pas mourir le soldat Stadia, avec du crossplay entre les différentes plateformes pour bien remplir les serveurs. Tout à fait. Ubisoft, dont on va évidemment reparler à nouveau pour le projet Ah. Skull and Bones. Ah, Ouais, c'est Alors. toi qui t'y colle, hein. je sors mes feuilles là, parce qu'en effet, Skull and Bones, normalement, si vous suivez GK depuis quelques années, vous devriez en avoir entendu parler. C'est probablement l'une des dernières grandes arlésiennes, de l'industrie du jeu vidéo, comme elle seule sait en produire. Et on en reparle pourquoi ? Parce que Kotaku a sorti une grande enquête qui revient sur les 8 années de développement de ce jeu-là, développement qui semble particulièrement chaotique, particulièrement sans dessus-dessous. C'est signé par Ethan Gach. J'ai peut-être mal prononcé son nom et j'en suis désolé. Alors on va replacer un petit peu le contexte très rapidement sans que je m'étende forcément des années, mais c'est important. À la base, Skull and Bones, c'était une extension pour Assassin's Creed 4 Black Flag. Black Flag, ça nous emmène quand même à la PS3 et à la 360. Ça nous emmène en 2013. À la base, c'était censé être une extension consacrée aux batailles navales qui avaient fort bien marché, hein, à la fois dans Assassin's Creed 3 puis dans Assassin's Creed 4. Et donc, Ubi Singapour, qui est le studio qui avait développé ce module-là, était censé donc en développer un DLC. Le projet, qui est devenu Project Liberté, a fini par voler un petit peu de ses propres ailes et est donc devenu Skull and Bones. C'est un jeu, en tout cas un projet qui mettait donc les batailles navales en son centre et qui donc devait être porté par les équipes d'Ubi Singapour donc celles qui avaient fait les batailles navales, mais aussi des équipes qui étaient derrière le free-to-play Ghost Recon Phantoms. Voilà, et donc on devait partir sur des batailles navales avec du PVP, puis après avec du PVE. C'est ce qui nous avait été montré successivement en 2017 d'abord quand le jeu a été annoncé, puis en 2018 nous on l'avait vu. J'ai même joué, à Skull and Bones moi, figurez-vous. Et ouais, pas grand monde peut le dire ça. J'ai joué à Skull and Bones. Ça c'est ce qui nous a été montré, c'est ce qui a été dit, mais en arrière-boutique, personne ne sait exactement où va Skull and Bones et ce que sera Skull and Bones à l'heure qu'il est. Le problème essentiel qui a l'air de ronger, on va dire, le développement et la production du jeu, c'est le manque d'une vision créative claire, le manque d'un cap créatif. La preuve en est, 3 directeurs créatifs différents se sont succédés depuis quand même
2013. Ça fait beaucoup. La dernière en date, c'est, alors attendez que je retrouve son nom, Elisabeth Pellen, voilà, qui est une ancienne vice-présidente du pôle éditorial, figurez-vous, d'Ubisoft, le fort malfamé ces derniers temps. Et donc, personne ne sait à l'heure qu'il est ce que sera exactement Skull and Bones. Pour vous dire à peu près ce qu'explique la vingtaine de témoignages quand même, il y a une vingtaine de témoins d'anciens développeurs, de nouveaux, mais aussi des gens qui ont des informations autour du projet, c'est que, par exemple, des questions aussi fondamentales que est-ce qu'on joue un pirate ou est-ce qu'on joue un bateau n'ont pas encore trouvé de réponse à l'heure qu'il est. L'arrivée, par exemple, d'Elisabeth Pellen à la tête du développement de Skull and Bones a apporté la nécessité maintenant d'explorer à pied, en plus d'être en bateau. Donc le jeu n'était évidemment pas du tout taillé pour. Il a fallu implanter et créer tout un tas d'outils, tout un tas d'assets pour pouvoir permettre l'exploration à pied. Et ce n'est pour vous dire, c'est un exemple du type de grand changement que le jeu a subi ces dernières années. Parce qu'il essaie de voguer de tendance en tendance, c'est-à-dire que quand les jeux de survie commencent à vraiment cartonner, Ubi se dit mais pourquoi on mettrait pas du loot, du craft et ce genre de choses pour alimenter le projet. On est parti sur pour s'appuyer un peu sur le PVP, sur le PVE, on a cherché à bénéficier un peu des jeux en arène, etc., de s'appuyer sur Rainbow Six Siege par exemple, puis après on a vu que The Division ça marchait bien, puis Dust, puis Ark. Et tout simplement, depuis 2018, ils ont juste l'exemple de Sea of Thieves qui vient un petit peu faire le maître étalon du jeu de pirate multijoueur. Visiblement, Sea of Thieves, à aucun moment n'est mentionné dans l'enquête, et ce n'est à aucun moment une espèce de piste qui semble, on va dire, talonnée. Alors que ça semble évident. Alors que ça semble évident, mais pas du tout. Ils ont changé de setting un nombre de fois incalculable dans la pré-prod, ça devait être aux Caraïbes, dans l'océan Indien, ça devait même être à un moment dans un monde fantastique qui s'appelait Hyperborea. Il a été question de PVP par équipe, il a été question de PVE avec du loot et de la coop, ça c'est ce que j'ai vu moi en 2018. Puis en 2019, on partait sur du crafting, de la gestion de ressources, avec en plus un côté roguelike dans le fait que la mort devrait être assez sanctionnée. Bref, et le truc c'est que, au lieu de réduire la voilure, au lieu de repasser sur une petite équipe de quelques dizaines de personnes, Ubi ne cesse d'agrandir l'équipe qui travaille dessus. C'est normal parce que le projet est tellement coûteux, il est tellement là, installé depuis tellement longtemps que, comme ils disent, il est too big to fail, donc trop gros pour bider. On était à 100 personnes en 2015, on est à plus de 400 personnes qui travaillent d'arrache-pied sur ce projet avec très souvent des éléments qui vont créer, des assets, des choses comme ça, des mécanismes, des pipelines qui vont être jetés par obsolescence en fait. C'est un jeu qui a commencé sur une technologie qu'il ne porte plus aujourd'hui et la technologie suivante, la PS4, la Xbox One, sont en train d'être obsolètes maintenant. Donc, visiblement, il y a une fatigue générale très forte du côté des développeurs d'Ubi Singapour qui aimeraient juste pouvoir lancer leur jeu, quel qu'il soit, peu importe l'état dans lequel il est. Sans compter que derrière, Kotaku a publié un second article pour revenir un petit peu sur toutes les accusations de harcèlement qui ont concerné l'un des grands pontes du studio d'Ubisoft Singapour. Là aussi, qui avait été nommé très tôt l'année dernière. Qui avait été nommé effectivement dans le grand... La débâcle. Dans le grand débat autour en lavage du management du côté de chez Ubisoft. Et effectivement, là aussi, on apprend que voilà, le côté management, ça s'est effectivement mal passé. Donc voilà, est-ce qu'on aura un jour Skull and Bones, à ton avis ? Alors, s'il devait y avoir une conclusion, ce serait celle d'un développeur qui a donc livré cette phrase à Kotaku. À l'heure qu'il est, le jeu évolue encore et son design n'est toujours pas fait. Sachant qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a aussi un lien avec le gouvernement de Singapour qui, parce que potentiel, de subventions, ce serait une des pistes évoquées par 3 sources de Kotaku. Qui expliquerait que ça prend autant de temps et qu'ils veulent absolument le sortir à un moment ou à un autre. Il y aurait un deal de subvention, ce qui est un deal qui existe, qui existe très couramment, des subventions, donc implanter un studio à Singapour, subventionné. Par contre, vous créez un certain nombre d'emplois et une des conditions serait vous créez une nouvelle licence dans ce studio-là. Il explique qu'il soit repoussé pour sortir un jour ou un autre. Repoussé, puisque en mai, Ubisoft a annoncé qu'il ne sortira pas en 2022, mais peut-être en 2000. Effectivement, eh bien l'espoir reste de mise, je ne sais pas, on verra. Qui est certain, on va passer à toute autre chose, c'est que Tencent continue son grand marché. Voilà, Tencent investit un petit peu partout, met tous ses œufs dans plein de paniers différents. Et cette semaine, ils ont carrément annoncé le rachat intégral de Sumo Group pour 1,07 milliard d'euros. Alors Sumo, forcément, vous les connaissez si vous avez joué à Sonic All-Star Racing, à récemment Sackboy et Big Adventure, et plein d'autres jeux qu'ils ont à la fois sous-traités et produits. C'est des faiseurs, c'est beaucoup des faiseurs. Ouais, c'est beaucoup des faiseurs, effectivement. Donc voilà,
On vous passe les modalités du deal en question, mais ça représente effectivement beaucoup d'argent et le conseil d'administration de Sumo croit fermement que ça va bénéficier à la fois à la création et à la production des différents jeux, mais également à l'exportation, puisque Tencent va faire également partager son savoir-faire et son implantation sur d'autres marchés émergents et d'autres marchés à grande échelle, comme la Chine, puisqu'on rappelle, c'est le leader mondial de l'industrie du jeu vidéo, Tencent, avec un chiffre d'affaires qui surpasse allègrement tous ceux de Activision Blizzard, Nintendo et d'autres groupes que l'on connaît bien. On sait, Tencent avait était entré au capital de Remedy Entertainment, entre autres, est devenu actionnaire majoritaire de Jaeger, et bien ils sont également devenus actionnaires majoritaires de Stunlock Studio. Voilà, un studio suédois qui, lui, est connu pour le succès de Battlerite et qui bosse actuellement sur un jeu qui s'appelle V-Rising. Donc voilà, Tencent, on va en parler à nouveau tout au long de l'année, puisque mois après mois, semaine après semaine, ils continuent d'investir. Et la particularité de Tencent, c'est qu'a priori, il laisserait vraiment une large marge de manœuvre aux studios qu'ils rachètent, afin de leur laisser un petit peu toutes les velléités créatives. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, a priori. Mettre beaucoup de billes sans forcément prendre le contrôle aussi. Mettre beaucoup de billes dans des studios à 5%, à 10%. Ils prennent des parts dans le capital sans forcément devenir majoritaire. Il y a beaucoup de studios dont c'est le cas. C'est à la fois un poste d'observation, j'imagine. Ça leur permet un petit peu d'être évaluer un peu plus pertinent sur un point de vue stratégie, mais également sur un point de vue game design pour leur propre création également. Et surtout sur des studios un peu partout dans le monde, donc plein de savoir-faire différents, quoi. Tout à fait. On va parler de la Nintendo Switch modèle OLED à nouveau, parce qu'il y a eu un petit correctif de la part de Nintendo et c'est suffisamment rare pour être souligné. Oui, ils font pas trop ça d'habitude, et là en plus ils sont allés corriger les gars de chez Bloomberg qui normalement ont plutôt des bons tuyaux. Double boulette pour les confrères de chez Bloomberg qui s'étalaient un peu sur la Switch Pro, qui du coup n'est pas une Switch Pro puisque c'est la Switch modèle OLED que Nintendo a présentée récemment. Et la deuxième boulette, c'était du coup de dire que la production de Switch OLED leur coûterait $10 supplémentaires par production de chaque console, ce qui du coup représenterait quand même un joli bénéfice de la part de Nintendo, vu que la Switch modèle OLED est vendue quand même $50 plus cher que la Switch. $10 de moins du coup. Alors $10 de plus, mais du coup, comme ils la vendent 50, ça fait une marge. C'est une question de bénéfice et de marge, en fait. C'est-à-dire que pour une console qui va être vendue bien plus cher, il n'y aurait qu'un coût un surcoût qui serait vraiment minime, ce qui du coup aurait été une belle affaire pour Nintendo. Bien, Nintendo a préféré commenter et mettre fin de suite à ce genre de rumeurs et de spéculations, parce que ils aiment pas qu'on dise des choses comme ça sur eux. Voilà, ils n'étaient pas très contents, et du coup ils se sont fendus d'un post Twitter en japonais et un autre en anglais, pour dire tout simplement que cette affirmation était fausse. Voilà, cette information n'est pas correcte. C'est ce qu'ils disent. Nintendo, ils ont eu tendance même à démentir simplement l'existence d'un nouveau modèle de Switch à chaque fois. Donc, oui. Et voilà, ils ont préféré, en tout cas, normalement ils ne le font pas, ils ont préféré dire non, c'est faux, et ils se sont également fendus d'un second tweet pour dire qu'ils n'avaient pas prévu de lancer un autre modèle de Switch en plus de la Switch. Oui, évidemment qu'ils y sont allés, mais voilà, c'est quand même suffisamment rare d'avoir ce genre de sortie Nintendo pour le souligner. Oui, c'est plus ça qui est... Il précise d'ailleurs, c'est à l'attention de nos consommateurs, mais aussi de nos actionnaires, donc voilà, je pense que c'était aussi un moyen pour éviter que l'action ne dévisse de trop, même s'ils ont largement de la marge de ce côté-là. On va parler d'une autre Switch, ou plutôt d'une Switch Machine, le Steam Deck, la fameuse annonce de la semaine dernière qui nous avait valu une petite annexe au point news. Oui, parce que là, ça y est, les précommandes ont été lancées, c'était le 16 juillet dernier. Ça a bien marché. A priori, ça a bien marché. En tout cas, les premiers modèles sont partis, puisqu'il faudra attendre désormais le premier trimestre 2022 pour avoir droit à sa précieuse, à cette, mais magnifique, cette la Rolls-Royce. Alors sachez qu'on en a précommandé, grâce à nos confrères des numériques qui ont eu qui ont réussi à bypasser toutes les espèces de garde-fous. Il y a 2 modèles qui ont été réservés. Ils ont eu du cul, on va dire. Effectivement, moi, j'ai eu beau faire F5, ça n'a pas fonctionné, mais voilà. Ça veut dire que normalement, on devrait quand même les recevoir autour de décembre, ce qui permettra évidemment un test en bonne et due forme. Ce qui est certain, c'est que forcément, même si Valve avait prévu des mesures anti-scalpers, certaines réservations se sont retrouvées assez vite sur eBay et à un prix qui dépasse de 2 à 3 fois celui des modèles principaux de Steam Deck. On rappelle, il y a plusieurs variantes de gamme de prix qui vont de 419 à 679 €, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est possible que j'en dise.
plus Non, je crois que c'est 649. 400 ou 659, oui. Enfin, c'est au-dessus de Ouais, 600 le dernier. C'est au-dessus de 600, ça c'est garanti. Voilà. Et voilà, donc le Steam Deck dont l'interface va remplacer peu à peu le mode Big Picture de Steam qui avait été lancé en 2012. Forcément, comme ils refont une interface SteamOS pour cette machine, ils vont essayer d'unifier un petit peu cette expérience, on va dire, cette interface utilisateur qu'on espère relativement fluide et fiable. Si on regarde la fluidité. Plus fluide Hop là. que cette Plus vidéo. fluide qu'au contrôle sur Steam Deck. On verra en tout cas, mais voilà, tôt ou tard, cette interface va peu à peu remplacer un mode Big Picture qui était à la base imaginé à la fois pour les Steam Machines, mais pour une utilisation domestique de Steam sur les grands moniteurs. On aura peut-être un petit peu plus de tuiles, comme l'on voit là. Tuiles. Ouais, j'appelle ça des tuiles. Oui, c'est vrai, c'est des Oui, tuiles. c'est ça, hein, c'est Windows. Vous avez le vocabulaire qui Effectivement, donc on verra un petit peu ce qu'il en sera d'ici à la fin de l'année. En 2022, il va se passer des choses, mon cher père Fidalbion, même du côté de chez Netflix. Ah oui, pardon. Eh oui, c'est j'y toi. étais pas, je les avais oubliés, ceux-là. Oui, tout à fait, Netflix. Netflix, globalement, on vous en parle Tout le temps. assez régulièrement, hein, globalement, pour dire, ouais, quand même, il y a moyen qu'ils se mettent aux jeux vidéo. Eh bien, ils l'ont confirmé, voilà. Oui, ils vont se mettre aux jeux vidéo, les rumeurs allaient bon train. Ils ont confirmé ça via la lettre qui va avec le bilan trimestriel qu'ils adressent évidemment un peu à leurs actionnaires, à l'industrie, etc. Donc c'était pour le deuxième trimestre 2021. La plateforme a confirmé ses ambitions dans le jeu vidéo, a annoncé qu'il s'agirait en fait d'une nouvelle catégorie proposée dans ses contenus. En gros, il y aura un nouvel onglet avec séries, les films, et puis les jeux. Visiblement, c'est une mesure qui va plutôt se tourner d'abord vers le mobile, un choix curieux mais compréhensible, on va dire, et qui n'impliquera aucun surcoût supplémentaire. Donc en gros, si vous êtes abonné à Netflix maintenant, vous devriez avoir accès aux jeux proposés par Netflix dans un temps plus ou moins proche, on va dire. Alors pour le moment, on ne sait pas exactement est-ce qu'il faudra les télécharger, est-ce que ce sera du streaming de jeux, pourquoi du comment tout ça, est-ce que ce sera jouable avec une manette, tout ça. C'est flou, on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il n'y aura aucune microtransaction, donc aucun achat in-game, pas plus que de publicité in-game. Donc ce sera des jeux vraiment format premium, entre guillemets, au moment où la firme, quand même, c'est intéressant, accuse un premier recul depuis 2019 en termes d'abonnés aux US et au Canada. Ils ont perdu 400 000 abonnés sur ce trimestre-là. C'était pas arrivé depuis 2 ans, du coup. Peut-être aussi qu'ils avaient bénéficié de l'effet confinement et voilà, d'un espèce d'effet d'attraction. Il y a aussi ça, mais en tout cas, voilà, là, ils ont arrêté la croissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, d'après les mots de ce communiqué-là, ils prennent le jeu vidéo plutôt comme une expérience pour essayer de cerner un petit peu mieux leur public. Il y a cette phrase qui dit que voilà, ils essayent de connaître, de savoir à quel point leurs abonnés apprécient le jeu vidéo. Là, il y a le mot qui est un petit peu difficile à traduire, mais value de video games. Donc, quelle estime ils donnent aux jeux vidéo. Donc, à quel point vous êtes prêt à payer pour jouer aux jeux vidéo. En gros, si ça marche, et peut-être qu'on vous fera des petits On ira bonus. Si peut-être ça plus loin. marche pas, on va ajuster les potards. Voilà, exactement. En tout cas, ce qui est aussi intéressant dans cette approche, c'est que dans ces derniers mois, ces dernières années, dans la communication, Netflix a souvent considéré le jeu vidéo comme un rival direct, en fait. Parce que eux calculent quoi ? Calculent le temps disponible pour les gens et pour leurs abonnés ou pour leurs futurs abonnés. Et ils calculent qu'ils sont en concurrence, voilà, pour eux, avec Instagram, avec ces programmes sur lesquels vous avez passé beaucoup de temps dans votre téléphone, mais aussi avec les jeux vidéo qui peuvent être évidemment très chronophages. Eux, ils calculent en termes de temps d'écran, comme ils disent, ce qui est un peu affreux comme terme. Hein. Mais voilà, c'est ainsi que c'est calculé et c'est ainsi que Netflix s'en va à la guerre du jeu vidéo. Effectivement, et on aura donc toute la fin de l'année 2022 pour voir un petit peu quelles initiatives ils vont lancer. Ouais, il n'y a pas de date pour le moment, mais voilà, tout à fait. c'est plus ou moins proche. Donc on va avoir des tests de jeux Netflix. À voir, est-ce Le futur. Est-ce qu'ils achètent Souviens-toi des jeux déjà Bandersnatch. sortis Quelle grande expérience, effectivement. Bon, bref, on va ouvrir la rubrique nécrologie de ce point news en parlant de PES. Car oui, PES n'est plus, il ne faudra plus dire PES. Non de non. Il faudra dire on se fait un eFootball après mon KFC. Ou alors on dira rien, parce qu'on s'en fera pas. Ah ouais, tu crois ça? Je ne En sais tout pas, cas, je ne sais pas. PES, Pro Evolution Soccer, la série de Konami va changer de forme, va devenir eFootball, va devenir un free-to-play. Un free-to-play qui sera d'abord crossplay, puis ultérieurement cross-platform. Ça a été officialisé dans la semaine. Voilà, c'est une nouvelle marque pour une nouvelle plateforme de simulation de football. Les mots ont un sens, comme dirait Pipo. Développée donc par les créateurs de PES et Winning Eleven. On avait eu droit à la fameuse bêta en ligne fin juin, début juillet, qu'on avait un petit peu désossé avec nos camarades footballeurs du dimanche ici. Ça n'avait pas convaincu grand monde, mais il faut bien croire que c'était la réalité. Alors ce n'était pas le prochain PES, puisque de PES il n'y aura pas, mais c'était bien le prochain eFootball qui va tourner sur Unreal Engine.
Donc un moteur qui est suffisamment malléable pour être à la fois jouable sur console, sur PC, mais également sur smartphone, puisqu'il y aura un lancement. Voilà, ce sera une forme d'univers connecté, du football. Je sais que tu me regardes. Mais La j'attends grande que tu fête finisses, du football, voilà, et forcément qui dit free-to-play, dit également feuille de route. D'ailleurs, au moment où l'on tourne, on a appris que la Ligue des Masters, la fameuse Ligue des Masters, ferait partie du Match Pass que vous voyez peut-être à votre écran. En gros, il faudra donc payer pour débloquer le mode Ligue des Masters. Et si on en croit cette fameuse roadmap qui commencera dès le début de l'automne, eh bien, on débutera avec 9 équipes. Voilà. J'y connais que en jeu de foot, mais c'est pas de tapis rouge pour FIFA? Voilà, c'est même l'abdication. C'est même terminé. Même s'il Ok. parle évidemment de nouveaux départs, de nouveaux jeux, ça se trouve le gameplay sera bon, même si c'est pas ce qu'on a eu, le ressenti qu'on a eu au moment de la bêta en ligne. Et comme tu le vois, voilà, ça va vraiment être un écosystème qui va se décliner Non, mais- sur toutes les plateformes. Attends, peut-être que le gameplay sera bon. Il y a quand même un truc qui nous paraît hautement incompatible, c'est le fait que le gameplay soit bon sur des gens qui jouent sur console et sur mobile. C'est hautement Alors sur mobile, mais improbable. avec la manette. Tu notes, Avec la manette. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est cross-platform avec les joueurs Te qui rends sont compte sur mobile manette. Mais un moteur qui serait du coup avec des éléments communs, avec. C'est l'Unreal Engine. Unreal C'est Engine un 4, évidemment. C'est Et débranché. Tu l'as dit, c'est de la nécrologie. Alors c'est- après, PES avait déjà pas mal de versions light depuis plusieurs années, parce que voilà, après la version packagée, sortait cette fameuse version dématérialisée gratuite, puisque c'était pour mettre en avant le mode, alors c'est comment il s'appelle déjà? Le mode My Club, donc le My mode Club, équipe, exactement. le mode Ultimate Team si on veut, Le l'équivalent Ultimate sur... Team, oui, bien sûr. Ouais, avec quelques petits ajustements ici et là quand même. Mais voilà, là on part directement dans la direction free-to-play, un nouveau monde qui s'ouvre à PES. Enfin PES, pardon, à eFootball. Qu'en sera-t-il? On sait que Neymar a rejoint d'ailleurs l'équipe de promoteurs au même titre que Lionel Messi, qu'on a vu dans la vidéo. Et voilà, c'est un petit peu dur à avaler pour tous ceux qui, depuis 20 ans, s'adonnent régulièrement à PES. On pense à Hubert en régie qui, lui, c'était encore son jeu de chevet. Je crois même qu'il joue encore à PES 2016. C'est dire si Mais il a raison. il n'a pas bougé, il n'a pas changé de crèmerie. Voilà, on aura l'occasion évidemment de revenir. Non, c'est hyper. On va évidemment donner sa chance au produit. On va gageons, évidemment gageons. On va gageons, évidemment, mais c'est hyper inquiétant. C'est Mais hyper- surtout du point de vue des joueurs, c'est quand très, très inquiétant. juste avant Noël, dans l'étalage, à l'époque, il y avait, enfin jusqu'à maintenant, il y avait le choix entre un PES ou un FIFA. Là, il n'y aura plus qu'un FIFA dans les Non, magasins, mais donc. Tu savais qu'ils allaient débrancher la machine. On en a parlé dans le rétrodage. C'est justement, pour ça voilà. déjà qu'ils avaient préparé le terrain avec eFootball 2021. Bien sûr, bien Ah, le sûr. terrain. Tu savais qu'à vendre 100 000 ou 200 000 jeux, tandis que l'autre en vend 1 million, tu savais qu'ils allaient débrancher la machine. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussitôt, et je m'attendais pas à ce que la posture soit aussi cynique. Parce que le free-to-play, c'est quand même le minimum investi pour le maximum récupéré. Vraiment, je réserve mon jugement final, mais en tout cas, dans l'approche, dans ce que le message envoie tout de suite, là, maintenant, on pourra se dire... j'ai vu des commentaires notamment sur le site qui disaient voilà, ouais, mais enfin, on paye pas tous les ans pour des simples mises à jour d'effectifs. Moi, je trouve que l'approche est bonne. Il y avait plein d'autres approches possibles. Il y avait plein d'autres façons de le faire autre que le free-to-play. On en discutait juste de vive voix. Faire un jeu tous les 2 ans, c'est très bien aussi. Ça permet de faire des vraies améliorations. Tu mets une mise à jour gratuite d'effectifs. Là, le problème, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'on attend cette évolution-là, puisque l'an Mais c'est dernier, ça c'était qui est- déjà une. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, t'as fait saliver les gens. Je veux dire, pas plus tard que mon copain Elliot à midi que j'ai vu qui me dit putain, 2 ans, j'ai attendu 2 ans pour ça. On m'a promis l'Unreal Engine, on m'a promis le grand virage PES. En fait, on me siffle quoi? On me dit t'as 9 équipes et tu vas jouer avec des gens sur mobile. Et t'achètes la Ligue des Masters. Et t'achètes la Ligue des Masters. Et je lui ai dit, mais tu sais que t'as pas la Ligue des Masters. Il a les yeux comme ça. Genre, mais voilà, je sais pas. En termes de com, c'est. On verra. La logique industrielle, c'est la merde, effectivement pardon. appliqué. Voilà, bon, très bien, ça vient du cœur. On rappelle d'ailleurs qu'il y a un rétro-dash consacré à cette rivalité FIFA-PES. On ne pensait pas que la diffusion allait intervenir le même jour de cette annonce assez tonitruante pour les amateurs de football virtuel. Mais c'est désormais le cas, c'est désormais acté. On va terminer à nouveau ce point news sur une actualité qui n'est pas forcément réjouissante. Loin de là, on a eu l'exemple de Riot, on a eu l'exemple d'Ubisoft. Et bien désormais, c'est Activision Blizzard qui est dans le collimateur de la justice. Cette fois-ci, la justice, c'est californienne. Ouais. Un nouveau constat particulièrement tragique qui a été dressé par l'Agence des droits civiques de Californie, une agence d'État évidemment, comme le précise son nom. Constat particulièrement tragique vis-à-vis des conditions de travail dans l'industrie des jeux vidéo, un nouveau constat particulièrement tragique. Celle qu'on appelle la DFEH, en anglais évidemment, vient en effet de déposer une plainte à la Cour supérieure de Los Angeles contre Activision Blizzard au terme d'une enquête de 2 ans.
Plus précisément Blizzard, hein, quand même, dans le. Plus dans le précisément Blizzard, c'est une Oui, bien sûr, entité c'est juridique quand même. Donc, mais visiblement, oui, c'est plutôt du côté de Blizzard que ça se passe, concernant donc les pratiques néfastes de l'entreprise américaine envers ses employés et ES, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nouvelle illustration des tourments de l'industrie en la matière. Globalement, cette enquête a documenté la discrimination qui accourt chez l'éditeur américain en ce qui concerne d'abord les rémunérations, les affectations, les promotions, les licenciements. C'est une première chose. Mais évidemment, une culture sexiste qui va plus loin que ça, puisqu'il est question de culture. On s'étend à des questions de harcèlement au travail, d'attouchement, d'avance, d'agression même. La quasi-totalité des employés, d'ailleurs, mentionne l'enquête, quasiment 20% des effectifs confirment que travailler chez Activision, c'est travailler comme dans une fraternité américaine, avec tout ce que ça implique évidemment. Le compte rendu, on va dire, souligne notamment le rôle de la consommation excessive d'alcool sur le lieu du travail, avec tout ce qui peut en découler en termes de comportement agressif et déplacé, des actes qui ont pu même avoir comme conséquence le suicide d'une employée victime de harcèlement au travail, selon plusieurs témoignages. Une fois encore, et c'est quelque chose qui fait écho à ce qui s'est passé chez Ubisoft notamment, l'enquête pointe du doigt des ressources humaines trop proches des harceleurs pour pouvoir intervenir, en tout cas pour pouvoir être des interlocuteurs de confiance pour les victimes. La DFEH a donc demandé une injonction pour exiger le respect des protections sur le lieu du travail, mais aussi des compensations, des salaires impayés, des ajustements de salaire, des arriérés de salaire aussi, des pertes de salaire et des avantages sociaux pour les employés ES, là encore. La réponse d'Activision Blizzard... Parce que c'est ça, finalement... n'a pas tardé à se faire connaître. Un élément supplémentaire, c'est qu'Activision Blizzard a réagi du tac au tac. Exactement. Et la réponse laisse un petit peu songeur sur certains aspects. Alors, le communiqué, c'est un communiqué, est, on va dire, en deux parties. La première, c'est celle qui consiste à acknowledge, comme disent les Anglais, donc à constater et à admettre et à accepter. C'est une partie de ce qui a été reproché. Nous accordons de l'importance à la diversité. Nous nous efforçons de favoriser un lieu de travail qui garantit l'inclusion pour tous. Il n'y a pas de place dans notre entreprise ou notre secteur, dans n'importe quel secteur d'ailleurs, pour les écarts sexuels ou le harcèlement de quelque nature que ce soit. Nous prenons chaque allégation au sérieux et enquêtons sur les plaintes. Ça, c'est évidemment la première partie. La seconde est beaucoup plus offensive et beaucoup plus renversante, car déplacée, évidemment. La DFEH recense des descriptions déformées, dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard. Nous avons été extrêmement coopératifs tout au long de son enquête, en lui fournissant notamment des données et une documentation abondante, mais la DFEH a refusé de nous informer des problèmes qu'ils percevaient, parce qu'il fallait les informer, évidemment, parce qu'eux n'étaient pas capables de les voir. Le tableau dressé par la DFEH ne correspond pas au travail actuel de Blizzard. Pour un final absolument dramatique, Activision Blizzard se dit écœuré par la façon condamnable dont la DFEH a instruit dans la plainte le suicide tragique d'une employée, dont je parlais tout à l'heure, et qui finit par « C'est ce type de comportement irresponsable de la part de bureaucrates d'État inconscients qui poussent bon nombre des meilleures entreprises de l'État à quitter la Californie. » Et donc ça, on appelle ça un chantage à l'impôt, finalement. Et même un chantage à l'emploi, un chantage économique tout court. Ouais. Voilà, on vous laisse... C'est fou de finir sur cette note-là, en fait. Vraiment, c'était hallucinant. Finalement, quand t'essayes... Quand la mesure de la visée de ta communication, c'est peut-être déjà tout de suite de réparer les dégâts et de réhabiliter tout de suite ton image, produire ça, c'est inconcevable. Et on est dans de la récupération extrêmement perverse justement de ce constat du suicide d'une employée. Ils récupèrent ça pour dire que finalement c'est pas leur faute et que ça n'a rien à voir avec cette histoire, alors que ils récupèrent pour dire que ça a été récupéré. On est sur je saurais pas, une sorte d'esquive en fait du problème, plutôt que de vouloir véritablement en prendre conscience et vouloir le résoudre. Et c'est très révélateur de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans cette industrie. On parle de grandes entreprises, mais c'est des problèmes qui concernent l'industrie de manière générale, en fait, qui est accablant, en fait. Et certain, c'est que dans la foulée donc, du dépôt de plainte, il y a eu énormément aussi de commentaires, de paroles qui sont libérées. Voilà, donc de victimes qui ont témoigné simplement. Qui sont allés dans le sens de ce climat d'insécurité qui règne pour les employées féminines. Et malheureusement, comme tu le disais, l'humain, c'est quelque chose qui est systémique chez la plupart des gros éditeurs de jeux vidéo. Je précise qu'on a préféré ne pas forcément citer tous les exemples qui sont dans l'enquête. Il y a beaucoup d'exemples à l'appui. On a préféré ne pas s'étendre là-dessus. On va faire c'est forcément dans le scabreux. C'est sinistre. C'est assez sinistre et c'est gravissime.
Voilà, donc sans transition, on va poursuivre nous sur tout ce qui s'est passé durant l'EA Play Live. On va se téléporter à demain en fait, puisque l'événement a lieu le soir du moment où on en enregistre, et on va essayer de vous débriefer un petit peu toutes ces annonces à nouveau en plateau. Eh bien oui, c'est donc officiel, on se téléporte le lendemain de l'enregistrement de l'émission Gamecult après l'EA Play Live. Dead Space, le remake, est de retour. Remake, remaster, on sait pas trop pour le moment. Remake, hein, oui, parce On que n'a c'est pas vu grand-chose. Frostbite que ça va tourner, c'est EA Motive qui est derrière. Et c'était donc le point d'orgue de ce EA Play Live qui nous a tenus éveillés jusqu'au tour de 20h. Voilà, une petite heure en compagnie d'Electronic Arts. Hein, bah oui, c'est moi Jeanne, 20h30, moi je dis 17h30, effectivement. Et donc voilà, Dead Space est officiel. À vrai dire, c'était un secret de Polichinelle, puisqu'il avait été largement éventé par la presse américaine depuis quelques semaines. Et c'est une bonne chose quand même. C'était peut-être d'ailleurs vraiment le jeu qu'on va retenir un petit peu de ce débrief en plateau. Oui. Parce que bon, évidemment, il y a eu Grid Legends qui a ouvert, lui, cette espèce de conférence à nouveau en distanciel. C'est l'autre annonce, on va dire, de jeu pas attendu. Il y en a eu finalement que 2, je pense. Dead Space donc, et donc Grid Legends qui sera le premier titre de Codemasters pour EA, puisqu'il était question de mettre en avant un petit peu les nouveaux chevaux de l'écurie. Forcément, quand on rachète un studio plus d'1 milliard de dollars, c'est pour le faire, pour le pousser un petit peu sur le devant de la scène. Et donc Grid Legends sera un nouvelle entrée dans la licence Grid, qui était apparue pour la dernière fois à l'octobre 2019, pas forcément avec une grande réussite. Là, ce qui a surtout été mis en avant, alors Grid c'est le versant Grand Tourisme, stock car, etc. De Codemasters. Et là, ce qui a surtout été mis en avant, au-delà des images de jeu, etc., c'est le mode scénarisé, le World Series, le Grid World Series, qui s'appuiera donc sur des cutscenes, sur de la baston, des cutscenes en prise de vue réelle, c'est ça que je cherchais comme terme, voilà, ouais. Avec de véritables acteurs et qui a eu quand même un petit côté très très cheap pendant cette présentation. On attend évidemment d'en savoir plus et gageons que ce sera pour 2022. Apex Legends est venu faire un petit coucou, Luma. T'as suivi Apex Legends? Ah oui, je me fais l'homologue d'Hubert pour cette news, qui lui était plutôt content, je crois, de voir apparaître du coup ce nouveau personnage qui s'appelle Seer, qui sera donc la légende de la prochaine saison de Apex Legends, un jeu qui porte du coup très très bien son nom, qui va être du coup un nouveau personnage, on va dire de type tracker. Il y en avait qu'un seul en fait dans tout le casting d'Apex, personnage qui s'appelait Bloodhound. Il va être rejoint donc par Seer, qui lui va avoir une armée de mini-drones. Je sais pas si vous voyez, il a une sorte de plastron, un peu comme Iron Man, mais à l'intérieur, lui, c'est pas une armure, c'est une armée de mini-drones qui va servir en fait à traquer les ennemis sur le terrain, et notamment à pouvoir voir exactement l'emplacement de leurs pas, si jamais les ennemis se mettaient à sprinter, donc ça permet de savoir où se situent les autres adversaires. Et en plus, il va avoir un coup, je sais pas si on va le voir un moment dans ce trailer, mais il a un coup spécial qui fait une sorte d'énorme dôme. Voilà, ouais. C'est tous les drones. C'est un dôme plutôt qui permet justement de révéler la position exacte des ennemis. Oui, d'accord, ok. Parce que tu les vois à travers, même s'ils sont cachés derrière un obstacle ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour pouvoir voir l'emplacement des ennemis. Donc voilà, donc nouveauté pour cette saison 10 qui va commencer au mois d'août. Il va y avoir en plus du coup un mode classé pour le 3v3 que Hubert avait déjà vu en avril. Donc on va pouvoir comme ça marquer le meilleur score et passer. Alors il y a le rang or, mais encore au-dessus du rang or, il va y avoir le rang prédateur. J'espère que Hubert, tu es chaud pour devenir un véritable prédateur d'Apex. Il y aura un nouveau trailer qui sera montré lundi prochain, le 26 juillet. Mais sinon, cette saison 10, elle sera dispo le 3 août. Bah oui, parce que Apex Legends fait partie donc de ces jeux qui ont une belle feuille de route, comme Knockout City, qui lui aussi a fait un petit coucou. Voilà, le jeu de Velan Studios, le jeu de balle aux prisonniers urbains qu'on avait suivi, qui est sorti au printemps dernier, qui a eu un joli set. Un joli set, effectivement. Voilà, donc on évoluera désormais dans un monde inspiré du 7e art, avec des décors qui continuent de changer. C'est la saison 2, c'est ça? Saison 2, effectivement, qui sera lancée à partir du 27 juillet. Et voilà, ce sera l'occasion un petit peu de refaire des petits duels en 3 contre 3, à voir effectivement si ça change un petit peu la donne. Et ce qui était intéressant, ce qu'on nous a fait à nouveau notifier durant cette conférence, eh bien, c'est que le jeu reste accessible à tous jusqu'à un certain stade, du moins sur certaines consoles. Niveau 25. Voilà, niveau 25. Après, comme le jeu est dans le Game Pass via EA Play et dans d'autres services, Origin aussi, on peut aller au-delà du niveau gratuitement. Sinon, pour les autres, eh bien, il faut consentir une petite rallonge. Dernier jeu,
puisque finalement ça a été relativement court, c'est Lost in Random, qu'on a vu apparaître 2 fois, à la fois dans le pré-show et ensuite dans le show lui-même. Il y a une date de sortie. Effectivement, ouais, dans le show lui-même, du coup, avec cette nouvelle bande-annonce qui montrait un petit peu de gameplay de combat. Moi, je dois avouer, on avait vu pendant le Tribeca Film Festival pendant le 3, mais ça se concentrait plutôt sur la création de personnages, ce genre de choses. Là, on a vu un peu comment va fonctionner les combats. Donc, on va avoir notre personnage Even qui a un lance-pierre. Avec ce lance-pierre, ça va permettre de gagner des points pour activer notre dé. On voit juste là qui s'appelle Dicey. Et ce dé, suivant le score qu'il fait lorsqu'on le jette, va permettre d'activer des cartes qu'il va falloir acheter. Donc voilà, moi je dois avouer que je pensais, vu sa tête, plutôt à une sorte d'action platformer, mais pas du tout. Ça va être plutôt combat en temps réel et du coup gestion plutôt RPG. De ces cartes. Donc il y a l'air d'avoir des espèces de pauses tactiques, oui, c'est du semi-temps réel, j'ai l'impression. Ce semi-temps réel, mais voilà, je suis assez curieuse. Effectivement, une date de sortie qui se cale au 10 septembre. Hein, décidément, le mois de septembre est magnifiquement chargé. Bah, comme tout. Et du coup, sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch, donc la totale. Je pense que tu en as oublié. Eh oui, j'ai oublié le gros morceau, celui qui a tenu au moins un quart d'heure, qui nous a tenu un quart d'heure en haleine. Eh oui. Battlefield 2042 qui sort toujours le 22 octobre et qui a dévoilé comme ça un petit peu coup après coup, c'est le plan de com qui veut ça, qui dévoile ses modes multi. Coup après coup, cette fois-ci c'était donc, peut-on appeler ça un mode en tout cas, un volet particulièrement important qui s'appellera le Battlefield Portal et qui donc est un éditeur, une espèce de méga éditeur de parties, de modes de jeu, de calques pour vos parties, pour créer des parties et des contextes, on va dire, et des règles et des façons de jouer à la carte. L'idée c'est d'avoir une plateforme qui serait accessible depuis même par exemple un smartphone ou une tablette, depuis partout, qui ressemble quasiment à un site web avec une interface très très simple pour vous faire choisir quel type de map vous allez jouer, quelle rotation, avec quelles équipes, avec quelles armées, est-ce que les équipes seront équilibrées ou non, quelles armes telle équipe et telle équipe auront accès, quels véhicules, beaucoup de paramètres, énormément de paramètres, des paramètres qui pourront être poussés encore plus loin avec un éditeur logique pour ceux qui veulent essayer de mettre les mains dans le cambouis. Là, tu pourras créer des règles très très fines. Genre les snipers ne peuvent pas sprinter, voilà, c'est comme ça, c'est dans ma partie, ça fonctionne comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de faire des parties thématiques et de dégager probablement à terme des modes très populaires qui vont dépasser même Battlefield 2042. Et tout ça est alimenté, comme on le voit dans ce trailer, par un contenu assez gargantuesque qui fait revenir 3 jeux emblématiques de la licence: Battlefield 3, Bad Company 2 et Battlefield 1942 surtout. Tous 3 apporteront donc une grande dose de leur contenu, revu et corrigé avec le moteur de 2042, bien entendu, qui lui apportera ses propres assets. Donc on a 4 jeux en fait en termes de contenu. Et donc ces jeux-là qui apporteront leurs armées, leurs armes, même si elles sont d'époques différentes, et des cartes très emblématiques. Le mode de jeu commencera avec 13 cartes, dont 6 seront des recréations des anciens épisodes. Et ce sera à vous, en tant que joueur, en fait, de jouer de jongler avec l'équilibrage, parce que les armes d'époque se comporteront comme les armes d'époque et les armes futuristes aussi, donc ce sera aux joueurs vraiment de trouver le bon équilibre dans tout ça. Ouais, effectivement, le gros jeu de cet automne du côté d'Electronic Arts, puisque Dead Space, qu'on a vu en tout début, lui n'a pas de date de sortie. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il apparaîtra sur console. Pour l'instant, il n'y a que des plateformes next-gen annoncées. Oui, PC, PS5, Xbox Series. Pas grand chose à part évidemment une refonte visuelle, mais quand même des précisions sur des améliorations de gameplay et visiblement des ajustements aussi scénaristiques. Ouais, donc, tout à fait. Une relecture quand même. Effectivement, voilà donc pour l'EA Play Live qui est resté une conférence assez convenue, classique. À la limite, on balançait quelques trailers et c'était un peu expédié, je pense. C'était surtout beaucoup de jeux qu'on attendait déjà ou qui sont déjà sortis ou qui annoncent leur nouvelle saison. Lost in Random, on l'a vu plein de fois déjà aussi. Ouais, mais aussi tard après le 3 aussi, il fallait peut-être pas s'attendre à une énorme conférence de la part d'EA. D'autant qu'ils avaient prévenu qu'il n'y aurait ni Dragon Age, ni Mass Effect, ni de jeux Star Wars, ni Skate. C'était quand même les 4 rendez-vous annoncés dès l'an dernier. Ils avaient dégoupillé en amont et l'idée c'était d'attendre la fin de la conf pour avoir Dead Space. Rien que de très habituel. Du très classique, et si vous déplorez l'absence de FIFA durant cette conférence EA Play Live, comme nous tous, eh bien rassurez-vous,
On va enchaîner dans cette émission juste après cette petite pause sur la grande simulation footballistique, peut-être la seule cette année, puisque eFootball, on l'a dit dans le point news, Ça reste encore une simulation. va être transformé. Est-ce que du coup FIFA a intérêt à assurer? On va voir ce qu'il en est juste après cette. Vous en voulez plus? Direction Gamecult.com. Avec l'abonnement premium, vous avez accès à Gamecult l'émission chaque semaine, en audio et en vidéo, et à tout un tas d'autres émissions, podcasts, tests, rubriques et articles de fond. Tout ça à partir de 2,50€ par mois. Venez essayer. À la semaine prochaine.